bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on jase d'enjeux importants pour les gens de la MRC Maria-Chapdelaine. Mais aujourd'hui, on va sortir de la région parce que on va parler de tourisme. Pas n'importe quelle sorte de tourisme, on va parler de tourisme éco-responsable. Oui, oui, on est rendu là. Oui, on est rendu là aussi. Et pour en parler, qui de mieux que Noémie Perron de Voyage Mundo qui va venir nous parler de tourisme éco-responsable. Bonjour Noémie. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Noémie, les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une agence de voyage? Ouais, ben moi, en fait, au départ, je travaillais dans le monde de la finance. Je travaillais dans une banque. Okay. Et pendant le COVID, j'ai décidé de retourner aux études. Donc, j'ai retourné aux études pour faire mon DEC en tourisme au Cégep à Saint-Félicien. Puis, c'est pendant mes stages, en fait, là, on fait des stages à chaque année pendant ce DEC-là. Et c'est pendant mes stages que j'ai découvert ma passion, justement, pour le voyage. Donc, avant, j'avais fait 2 tout inclus en famille, je crois, mais sans plus. Des petits voyages scolaires ici et là, mais j'avais pas découvert le monde vraiment. Donc, c'est pendant mes stages au Cégep que j'ai vraiment découvert le voyage. Tout ce qu'il pouvait nous apporter en tant qu'être humain, les expériences aussi qu'on pouvait vivre à travers ça. Fait que j'ai vraiment grandi là-dedans. C'est là-dedans que j'ai appris à me connaître aussi davantage. Fait que dans ma dernière année, dans ma 3e année, j'ai décidé de travailler sur mon projet, de lancer ma propre agence de voyage. Wow! J'avais tout le temps eu ce petit côté entrepreneur-là, tu sais, d'avoir plein de projets, puis la tête pleine d'idées. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cet enlignement-là. Puis, tu sais, je trouvais pas nécessairement d'agence dans le coin ici, dans le secteur, qui promouvait les mêmes valeurs que moi, ou qui avait ou qui vendait le même type de voyage que moi je voulais organiser. Fait que je me suis lancée dans le projet. Il n'y en a pas, on va créer quelque chose. C'est ça. On va faire quelque chose de nouveau à mon image pour les gens d'ici. Donc, voilà un peu comment est né Voyage Mundo. Et là, tu as créé ça. Ça fait combien de temps que tu as créé ton entreprise? Officiellement, ça fait 2 ans que c'est en opération, je dirais. Là, je compte pas la dernière année puisque j'étais à l'école, puis je travaillais plus sur mon plan d'affaires, etc. Monter le projet. Mais ouais, ça fait 2 ans maintenant là, que je suis là-dedans à temps plein. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui définit ton entreprise? Là, on parle de voyage éco-responsable. Oui. C'est ça? Oui, bien en fait, moi, ce qui définit beaucoup, j'aime bien dire qu'on est une agence de voyage humaine et authentique parce que moi, l'humain est au centre de mes priorités. Donc, tu sais, on crée des voyages sur mesure. En fait, nous, on est spécialisés dans les voyages en petits groupes privés, c'est moi qui accompagne. Donc, c'est moi qui crée le voyage de A à Z. Wow. Et après ça, je pars avec le groupe, maximum 15 personnes, guider le voyage sur place à destination. Donc, on fait des voyages en petits groupes comme ça. Puis sinon, je fais beaucoup de sur-mesure aussi. Donc, on a accès à plus de 130 destinations à travers le monde. Et je crée des voyages sur mesure pour mes clients là, qui veulent partir selon leur budget, le temps de voyage qu'ils veulent faire, le genre d'activité. C'est vraiment un package sur mesure qu'on leur fait pour eux autres là, dans la destination. Puis on fait beaucoup d'accompagnement aussi là, de coaching là, pour aider les gens à voyager puis partir sans être stressés. Tout apprendre les assurances, comment ça marche, les vols, etc. Fait qu'on est là pour accompagner. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup dire que je suis une agence de voyage humaine parce que l'accompagnement de mes clients, avant, pendant, après, c'est super important. Fait que, voilà. Puis pourquoi décider d'aller vers ce type de voyage-là, donc éco-responsable? C'est quoi ta réflexion derrière tout ça? Oui, ben c'est d'offrir l'expérience la plus authentique possible et de voyager avec une certaine conscience aussi. Tu sais, quand on voyage, on a toujours un impact. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on va avoir un impact. Donc, nécessairement, quand on voyage, on va dans une autre destination ou même qu'on va dans une autre région, même au Québec, on va toujours avoir un impact. Puis, l'objectif de cet impact-là, c'est d'avoir un impact le moins négatif possible. On va tendre vers le positif le plus possible ou vers le neutre. Mais c'est le but d'avoir vraiment... d'avoir un meilleur impact quand on voyage. Parce qu'on le sait, là, où est-ce qu'on est aujourd'hui, tu sais, avec les trucs de climat, après ça, tu sais, la conservation de la faune, la flore et tout ça, tu sais, je veux dire, c'est le temps de s'ouvrir les yeux, là, puis d'aller en ce sens-là. Fait que, tu sais, le voyage éco-responsable, tu sais, oui, pour la protection de l'environnement, mais aussi pour la protection des cultures, de l'économie. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est quand on dit éco-responsable, les gens pensent tout de suite à l'environnement, aux animaux, tout ça, mais il y a beaucoup plus que ça. Là. Il y a les communautés, il y a le... Oui, exactement. Ben, tu sais, dans le développement durable, on parle il y a comme 3 axes je dirais même 4 axes de travail. Il y a, pour l'environnement, la protection des espaces naturels, la faune, la flore, etc. Ensuite, on a l'impact économique.
Donc, notre argent soit investi aux bons endroits et non encourager des places plus locales et non faire affaire avec des firmes internationales et tout. Oui, parfaitement. Que l'argent soit vraiment investi dans le pays où est-ce qu'on va à destination. Le troisième point, c'est l'impact social. Donc, pour conserver les emplois, mais conserver aussi la culture dans le pays, s'intéresser aux cultures, aux traditions, aller dans les petits marchés locaux, les petits restaurants, les artisans, etc. Puis la dernière, c'est au niveau de l'éducation et de la sensibilisation aussi. Okay. Donc, c'est vraiment de venir éduquer les gens qu'est-ce que c'est le développement durable, le tourisme éco-responsable, mais aussi de les sensibiliser aussi pour qu'ils soient engagés en ce sens-là puis qu'ils fassent des choix de voyage en ce sens-là aussi. Ouais. Puis, on sait que, bon, il y a plein de modes dans le voyage. Là, du coup, dans les dernières années, on parle beaucoup, mettons, d'aller passer des semaines dans des tout-inclus dans le Sud. Ça, c'est un mode de voyage qu'on connaît. Moi, je trouve que ça ressemble plus à des vacances qu'à un voyage parce que je trouve que moi, je fais la différence parce que j'ai l'impression que dans un voyage, il y a l'idée de la rencontre. Tandis que dans un tout compris, c'est plus l'idée de se reposer, de profiter de la température, etc. Est-ce que tu es d'accord avec moi jusqu'à présent? Oui, tout à fait. Ben oui, il y a tellement de manières de voyager. Moi, j'ai tout le temps dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voyager. Il y en a que ça va être plus par rapport, il va y avoir des restrictions par rapport au budget, au temps, à la destination. On peut partir en pack, on peut partir avec une grosse valise, on peut aller dans un tout inclus, dormir chez l'habitant, on peut... Il y a tellement de choix que, oui, tout à fait. Il y a plusieurs sortes de voyager, mais c'est vrai que versus, mettons, un voyage plus d'aventure, d'expérience comme je réalise versus un tout inclus, ce qui est très bon aussi comme voyage. Oui, non, je le juge pas. C'est vraiment le type d'expérience recherchée, là, effectivement. Qu'est-ce que ça nous apporte humainement de vivre des expériences plus humaines en voyage? Tellement. Non, mais tellement, oui. C'est ça que je dis un peu dans mon parcours tantôt. Moi, le voyage, c'est ce qui m'a permis de me découvrir, pour vrai. Ouais. Parce que, mettons, quand je travaillais avant dans mon bureau, dans une banque, dans les édifices financiers, j'étais comme un peu sur le pilote automatique, mettons. Puis, j'étais super bonne dans ce que je faisais, j'avais de la reconnaissance et tout. Mais on m'en dirait qu'il me manquait un petit quelque chose. Puis là, aussitôt que j'ai décidé de partir en voyage, d'ouvrir mes horizons, de rencontrer des nouvelles personnes, de voir des nouvelles choses, d'essayer des nouvelles choses aussi. Ça ouvre nos horizons, ça nous nourrit en tant qu'être humain, ça nous fait tellement grandir. Parce que on est confronté à des nouvelles manières de penser. Oui. Mettons, on va aller, un exemple, ce que je donne souvent, c'est aller en Inde, là. C'est des paysans. Ben oui. Puis, c'est des manières de penser différentes des nôtres. Fait que là, tu viens de confronter. Tu viens confronter tes valeurs aussi, ta manière de penser, ta manière de vivre. Tu vas sortir de ta zone de confort beaucoup aussi, donc tu vas expérimenter des nouvelles choses, goûter à des nouveaux aliments aussi, des nouvelles recettes. Tu vas aller à la rencontre. Les rencontres, c'est tellement... moi, je pense que la rencontre, l'humain, justement, au cœur du voyage, c'est ce qu'il y a de plus... C'est ce qu'il y a de plus nourrissant, puis ce qu'il y a de plus beau, moi, je trouve, parce que les échanges, les connexions, que ce soit avec les locaux ou même dans mon groupe. Tu sais, souvent, les gens qui s'inscrivent dans mes groupes, c'est des gens qui se connaissent tous pas, là. Puis il y a beaucoup souvent de gens qui s'inscrivent seuls. Puis ça, je veux le mentionner que les voyages en petits groupes comme ça, c'est la plus belle manière, je trouve, de commencer à voyager seul. Oui, parce rencontrer des gens. C'est ça, tu vas rencontrer des gens. Tu vas t'inscrire seul peut-être, mais tu vas repartir de là avec 10 autres personnes, 10 autres amis. Parce que le voyage nous met dans un contexte différent du quotidien. Puis on voit vraiment l'authenticité, la réalité de la personnalité de chaque personne. Puis ça fait des connexions tellement fortes, tellement puissantes, puis tellement enrichissantes aussi au niveau humain. Fait que c'est fou à quel point... Moi, pour vrai, puis je le dis très sincèrement, moi, le voyage a changé ma vie quand même. Moi aussi, je tiens à te le dire. C'était mon école, là. J'ai voyagé beaucoup. Tu sais, quand tu parles justement de la rencontre, la découverte, puis souvent, on est beaucoup dans un monde où on aime ça se comparer. Oui. Moi, je dis souvent qu'en voyage, c'est pas meilleur ou moins bon, c'est juste différent. Il faut que tu aies l'ouverture. Mais cette ouverture-là, c'est pas tout le monde nécessairement qui l'a. Donc, ce genre de voyage-là, j'imagine que c'est pas pour tout le monde ou tout le monde peut finalement réussir à y arriver si... Moi, je crois que sincèrement que tout le monde peut y arriver parce que, tu sais, je vous dis pas de commencer. Mettons que vous êtes du type à voyager toujours dans un tout inclus à Cuba, exemple. Ben, tu sais, justement, allez pas en Inde du jour au lendemain pendant un mois. T'sais, on y va par étapes. On y va par étapes. Fait que, tu sais, juste parce que c'est une grosse sortie de zone de confort, justement. Fait que, tu sais,
Parce que si on fait trop une grosse sortie de zone de confort au départ, ben on va reculer, ça va nous avoir fait peur, puis on n'aura pas vécu une belle expérience. C'est ça. Tandis que si tu y vas étape par étape, petit peu par petit peu, tu sais, à la limite, aller passer une semaine au Costa Rica, puis aller se promener, puis tu sais, des trucs plus accessibles, plus qui ressemblent plus un peu à notre culture. Puis tranquillement, pas vite, expérimenter des nouvelles choses, puis acheter des nouvelles choses dans nos types d'expériences qu'on va vivre. Mais je pense que oui, sincèrement, que tout le monde peut avoir accès à ce type de voyage-là. Il suffit d'y aller, de s'écouter aussi, d'y aller à son rythme, puis de choisir aussi les bonnes expériences qui vont réellement venir répondre à nos attentes aussi. Souvent, les gens vont avoir tendance à magasiner un voyage juste en fonction du prix. Ouais. Puis c'est une erreur que beaucoup de gens font, malheureusement, parce que ils vont vérifier, ils vont regarder, ils vont comparer juste les prix, puis ils compareront pas les expériences. Puis, tu sais, le voyage, au départ, c'est pas un t-shirt que t'achètes, tu sais, au magasin. C'est vraiment une expérience que tu t'en vas vivre. Fait que, tu sais, il faut que... Puis ça représente un bon investissement aussi, tu sais, autant en temps, en énergie qu'en argent. Fait que, tu sais, pour être sûr d'avoir une bonne expérience, il faut que tu fasses la bonne expérience, justement, qui réponde à tes besoins. Fait que moi, je dis toujours, avant de choisir un voyage, regarde c'est quoi tes besoins. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce voyage-là? Ouais. C'est quoi tes objectifs derrière ce voyage-là? C'est-tu d'aller te reposer? C'est-tu d'aller sortir de ta zone de confort puis aller faire du rafting dans une rivière en Bolivie ou peu importe? Ou bien aller voir une nouvelle culture, apprendre sur l'histoire, faire du développement personnel? Il y a plusieurs objectifs derrière ça. Fait au départ, d'établir c'est quoi tes objectifs puis qu'est-ce que tu vas vraiment venir chercher dans cette expérience-là. Par la suite, là, après ça, tu vas faire tes recherches selon le genre d'expérience que tu veux voir. Puis de surtout faire affaire aussi avec des personnes de confiance. C'est très important aussi. C'est important. Puis moi, en tout cas, moi, je sais que personnellement, c'était beaucoup la découverte des cultures. Oui. Puis je m'en aperçois des fois. Moi, j'enseigne la science politique. Ça fait que quand on va parler d'un enjeu politique, n'importe qui est capable d'en parler puis de l'analyser. Mais quand tu as une compréhension de la culture locale parce que tu y es allé, il y a vraiment une plus-value intéressante à essayer de comprendre comment ces gens-là réfléchissent et pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Oui. Oui, parce que c'est des contextes totalement différents du nôtre. Oui, c'est ça. Des fois, on a l'impression qu'on a la vérité, mais non, au contraire. Le monde fonctionne... J'aime souvent l'analogie du plurivers, tu sais, comme s'il y avait plusieurs univers différents, puis quand on rentre dans la culture, c'est là où il y a des découvertes vraiment, vraiment passionnantes. Là. Oui, tu sais, dans chaque expérience, tu vas aller chercher quelque chose. Oui, tu vas en prendre puis en laisser. Il y a des trucs que tu seras pas d'accord avec, puis c'est correct, en autant que tu le respectes et tout. Mais il y a toujours des petits trucs que tu vas pouvoir ramener pour toi, pour ton cheminement, pour ton quotidien, puis pour grandir. Oui, grandir. Je trouve que c'est un bon terme. Ça nous fait grandir. Les gens qui t'approchent, est-ce qu'ils ont des peurs, des craintes des fois? Il faut que tu les rassures sur certains... Oui, c'est sûr. Tout ce qui vient avec une sortie de zone de confort, un changement, c'est sûr que ça vient toujours avec des craintes. Puis c'est bien correct. Je veux dire, mon travail, je suis là pour ça aussi, d'accompagner les gens. Fait que ça fait partie de mon travail. Mais oui, surtout les craintes. Ben on en a mis une tantôt de partir seul. Oui, ben oui. C'est pour ça que je disais qu'un petit groupe comme ça donne une bonne chance, c'est rassurant. Sinon, des craintes par rapport à la sécurité aussi. Sécurité, propreté aussi, j'imagine? Oui, propreté aussi, mais beaucoup sécurité parce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ben oui. Parce que, on le sait, je veux dire, il y a des affaires qui font la manchette, qui n'ont pas de bon sens à tous les jours de notre vie. Puis on voit tout le temps ces affaires-là, on voit pas les belles affaires. Ben oui, c'est ça. Fait que là, avec les blogs, puis là, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est dur de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est faux. Oui. Puis on va mettre beaucoup d'emphase sur ce qui est négatif. Donc souvent, les gens vont avoir beaucoup de questions justement au niveau de la sécurité et tout. Donc là, moi, je suis vraiment là pour les accompagner. Je leur dis, ben non, tu sais, l'important, c'est de pas aller dans ces secteurs-là. Ou ben, tu sais, là, je donne des trucs aussi, etc. Puis sinon, d'autres craintes, je dirais... Il y a aussi... là, je rebondis sur ce que tu dis, mais moi j'ai fait beaucoup de dictatures. Oui. On dit souvent... Hey, là, une dictature, ça devait être épeurant. Mais au contraire, c'est probablement les endroits où je me suis senti le plus en sécurité. Tu as juste à pas parler de politique, à respecter leurs règles. Mais écoute, la police, l'armée partout. Fait qu'il y a très peu de danger, en fait, là. Mais des fois, on a cette pensée-là. Je vous dis pas d'aller dans des dictatures, là. Des fois, c'est un peu étrange, je vous allais dire. Puis, la propreté aussi, j'imagine, surtout, tu sais, on a un confort, nous, chez nous. Oui. Des fois, tu sais, quand tu vas aller... Oui, puis ça, je le vois surtout avec le fameux cliché des auberges de jeunesse. Ouais. Que tout le monde pense que c'est des dortoirs crasseux puis que ça n'a pas de bon sens. Mais non, tu sais, c'est... Encore une fois, c'est de faire affaire avec des fournisseurs de confiance. Puis, tu sais, justement, tu sais, moi, je travaille toujours avec
des fournisseurs qui sont vraiment dans le pays. Ouais. Moi, je passe pas par des intervenants de grandes chaînes d'Europe ou d'Amérique, peu importe. Moi, je travaille vraiment avec les gens dans le pays. Fait que c'est les plus connaisseurs de leur endroit. Fait qu'on sait qu'on a toujours des contacts de confiance puis des sources fiables aussi, là. Fait que, oui, on a un certain confort, mais j'aime ça aussi des fois emmener les gens, encore une fois, hors de leur zone de confiance puis de confort. Et de les emmener pas nécessairement dans des grands hôtels de luxe. Là. Mais non. T'sais, là, je pars là, dans 3 semaines au Maroc là, avec des groupes, là, puis on va dormir dans des beaux petits riads authentiques et tout. On va dormir dans un bivouac dans le désert. Ça fait partie de l'expérience. C'est ça. L'hébergement aussi fait partie de l'expérience. Oui, tu vas avoir un confort et tout, mais si tu veux avoir tout le temps la même affaire que tu as chez vous, reste chez vous. Ben oui, je suis d'accord. Fait que, tu sais, le but de voyager, c'est s'ouvrir à plus grand, découvrir. Fait que, on essaie de voir des différentes choses et de vivre aussi de différentes choses. Ouais. Puis quand on parle d'éco-responsable, c'est quoi tes critères? Parce que toi, tu dis, bon, je fais affaire avec des locaux, c'est correct, mais il peut y avoir aussi des locaux qui sont pas éco-responsables. Donc, c'est quoi tes critères un peu à toi pour... Ben, souvent, tu sais, ça va être au niveau de la manière que je monte mes voyages. Je vais essayer de diminuer le temps de transport. Ben, pas le temps de transport, mais tu sais, dans notre itinéraire, je vais essayer de pas faire, mettons, des va-et-vient pour faire des retours sur nos pas ou des choses comme ça. Tu sais, de la manière de la logistique. Ça, il y a un gros point là-dessus. Okay. Sinon, après ça, c'est de choisir aussi des hébergements qui ont des pratiques éco-responsables. Beaucoup au niveau des hébergements. Après ça, de m'assurer aussi qu'il y a toujours des restaurants locaux à proximité. Ouais. Et aussi, en lien avec l'hébergement, d'avoir une certaine proximité avec les attraits aussi pour favoriser des déplacements, soit à pied, à vélo ou en transport en commun, pour diminuer notre impact, en fait. Puis quand tu parles d'hébergement éco-responsable, ça veut dire quoi? Bien, des hébergements éco-responsables, à la base, ça va être des hébergements qui vont avoir des pratiques éco-responsables, comme on a dit, autant dans l'environnement, l'économie que social. Fait que, ils vont encourager l'économie locale en s'approvisionnement localement. Si, mettons, l'hébergement a un restaurant sur place, il va faire affaire avec des fournisseurs locaux qui ont des circuits courts. Tu sais, que la nourriture, elle traverse pas un continent par avion, puis qu'elle vient de peut-être 2-3 rues plus loin d'un petit producteur. Ou après ça, tout ce qui est au niveau de leurs pratiques d'hygiène sanitaire. Tu sais, moi, souvent, récemment, je suis allée dans un petit hôtel au Costa Rica. Puis, c'était un centre de permaculture. Ah, OK. Donc, tu sais, tout était pensé, tu sais, le savon était tout dans des pompes à savon en vitre. Tu sais, les autres, ils n'utilisaient pas de produits avec du plastique. Et après ça, c'est niaiseux, mais, tu sais, là, les papiers de toilette, souvent, les hôtels, ils mettent tout le temps des petites étiquettes en plastique ou des affaires de même. Eux autres, c'était juste un punch avec de l'eau. Fait que c'est tout des petites pratiques comme ça dans leur quotidien de l'aménagement, mais aussi l'hygiène, tu sais, puis comment ils font le ménage, tu sais, utiliser des produits. On va pas faire de dommages à l'environnement. Après ça, qui vont utiliser des énergies propres aussi. De plus en plus, on voit des hôtels puis des hébergements, des auberges avec des énergies solaires. OK. Ouais. Après ça, qui vont employer des locaux à la place d'employer des gens, tu sais, qui viennent de l'extérieur. Toutes des pratiques comme ça, là. Ça doit pas toujours être facile à trouver. Non. Mais t'as-tu un réseau? Faut avoir des bons contacts. Ouais, c'est ça. Faut avoir des bons contacts, mais il y a aussi des labels aussi là, qui existent, là, des certifications là, qu'on peut avoir. Là, je pourrais pas vous dire les noms. Là. Un peu comme, mettons, le commerce équitable pour le café, par exemple. Oui, exactement. Les labels Rainforest puis ces affaires-là. Là, ouais. Fait qu'il y a des labels qui existent aussi qui certifient la durabilité de l'hébergement. Sinon, aussi, de plus en plus, dans nos systèmes de réservation, nous, on a accès à ces informations-là. OK. Ouais. De plus en plus, tu sais, ils le savent, le monde, il cherche de plus en plus à aller vers ce type d'hébergement-là. Fait que nous, dans nos systèmes de réservation, c'est dans nos critères, tu sais, qu'on peut rechercher. OK. Je pense que c'est des valeurs qui se développent aussi, partout à travers la planète. Fait que il y a un marché pour ça. Oui. Est-ce que ça coûte plus cher faire des voyages éco-responsables ou pas nécessairement? Je vous dirais pas nécessairement, parce que tu sais, c'est beaucoup dans les choix que tu vas faire au final. Tu sais, le réel impact va être là au final, parce que tu sais, manger dans un petit restaurant local versus d'aller manger dans une chaîne internationale, ça va même te coûter moins cher. Ben oui, absolument. Tu vas avoir un bon pad thai en Thaïlande, là, ça te coûte 1 piastre. Ben non, c'est ça. Va manger un McDo ici, ça en coûte 20. Puis des fois, c'est dans notre perception. Hein? Oui. Moi, je me rappellerai toujours, en Arménie, la guide, on avait besoin d'une guide parce que la langue, c'était difficile. Puis elle dit « Ah, vous avez faim, je vais vous amener manger quelque part. » Puis là, tu fais « Ah, wow! » Puis quand on est arrivé là, mon premier réflexe, c'est
je ne mangerai pas ici. Non, ça a l'air de rien. Ça se peut pas, là. Et finalement, au-delà de mes préjugés, c'était un des meilleurs repas que j'ai mangé de ma vie. Puis ça nous a coûté 10 à 4 pour manger comme beaucoup, là. Oh oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que, tu sais, oui, il y en a ils vont faire... il y a beaucoup, malheureusement, d'établissements hôteliers qui vont faire ça, justement, que parce qu'ils ont des pratiques éco-responsables, vont en profiter pour booster, augmenter leurs tarifs. Okay. Fait que ça, c'est malheureux pour ça. Mais, tu sais, quand tu fais bien tes recherches puis que tu t'en vas, justement, auprès des locaux, que tu passes pas par des grandes agences ou des grands tours opérateurs de ce monde, eh bien, tu sais, le tarif, au final, va revenir au même. C'est vraiment une question de choix, au final. Oui, parce que le local, il va te charger ce que ça coûte. Puis des fois, la grande chaîne, elle va savoir ce que tu es capable de payer. Oui, puis ils se prennent des cotes aussi là-dessus. Ben oui, c'est parce ça. Que là, le local fait son forfait, fait son offre de produits, de services, va le revendre à un autre tour opérateur, qui va le revendre à un grossiste, qui va le revendre à... Ouais. Puis là, après ça, nous autres, on achète ça à l'autre bout de la file, puis 3 autres personnes qui se sont pris des cotes là-dessus. Oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que des fois, ça peut amener des problématiques au niveau de la barrière de la langue quand on fait affaire avec plus petit ou plus local? Oui, c'est sûr que, tu sais, au niveau de la barrière de la langue, des fois, ça peut être plus difficile, mais à cette heure, avec les applications et les téléphones cellulaires, je veux dire, il n'y a plus grand barrière. Je suis d'une autre époque. Non, mais tu sais, à cette heure, avec ton téléphone, le monde ne savent pas beaucoup ça, mais tu sais, juste avec Google Traduction, tu peux parler dans ton téléphone, puis faire la fonction voix, puis ça va se parler. Tu sais, moi, j'étais allée faire un séjour chez l'habitant en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. La madame ne parlait que thaï, même pas anglais. Moi, je ne parle pas un mot de thaï. Je dis bonjour, merci en thaï, puis c'est tout. Ouais. Fait que pendant 2 jours, elle m'a même appris à cuisiner. Puis juste avec l'application, on a réussi à communiquer par les gestes, tu sais. Fait que moi, quand j'ai appris à faire un bad thaï avec une petite madame thaïlandaise, là, tout est possible. Oui, puis au-delà de ça, c'est qu'on réalise que la communication, ça va au-delà de la langue, tu sais, les yeux, les regards, faire les choses. La gestuelle, ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Au niveau de l'éco-responsabilité, prendre l'avion, oui, ça pollue. Ah oui, c'est le pire. C'est le pire, hein? Oui. Comment on peut pallier à ça? Oui. Qu'est-ce que tu proposes, ça? Dans le fond, il y a 2 grandes options que je dirais. La première, c'est vraiment de réduire à la source, à la base. C'est vraiment réduire à la base, donc de limiter nos déplacements en avion. Donc, si voyager plus longtemps, mais moins souvent, ça, on voit beaucoup ça aussi avec le slow travel, le voyage lent. Je sais pas comment le traduire en français. Mais avec le slow travel, on le voit beaucoup aussi. C'est quoi le slow travel? Tu vas partir plus longtemps, mais profiter de chaque endroit puis de vraiment prendre son temps. Parce que souvent, les gens vont partir en voyage, ils ont 1 semaine ou 2. Puis là, ils ont un itinéraire de fou, là. Ils vont revenir brûlés. Ils ont 8 activités dans la même journée, puis go, on y va, puis ça commence à 7 h le matin, ça finit le soir. Mais le concept du slow travel, c'est vraiment de vivre dans la communauté puis de s'imprégner aussi de la... Comme de devenir un citoyen de la place. Oui, de vraiment s'imprégner du quotidien, des habitudes, du quotidien des gens. Puis, tu sais, comme de vivre, de continuer à vivre normalement, je dirais, mais dans une autre destination. Parce que ça t'amène à aller au-delà des incontournables, là, que je mets en parenthèse, parce que je crois pas tant à ça, là, mais donc de comprendre. Là, anecdote, là, mais moi, un moment donné, je suis atterri à Venise. Puis dans l'avion, il y avait quelqu'un que je connaissais qui reprenait le même avion de retour que moi. Mais moi, je passais 10 jours à Venise. Puis la personne, elle avait fait 7 villes durant son 10 jours. Fait qu'au bout du compte, elle a fait que du train. On sort, on se prend en photo, on revient. Puis moi, Venise, après 3 jours, j'avais fait le tour. Mais au contraire, après, tu rentres dans la culture, la bouffe, les personnes. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de positif. Tu vas plus loin, justement, comme tu dis, des fameux incontournables. Puis tu vas chercher les petits détails qui font toute la différence, là, de vraiment rentrer comme tu dis dans la culture, puis de comprendre leur mode de vie aussi. Oui. Fait que ça, c'était la première solution pour l'avion. Ben non, c'est correct. Ça, on discute, nous. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la première solution, c'est ça. C'est vraiment de réduire à la base nos déplacements. Donc, voyager plus longtemps, mais moins. Sinon, utiliser des transports alternatifs aussi, là, que ce soit par train ou des choses comme ça. Quand on est dans le pays, d'essayer de pas faire de vol interne dans les pays, quand c'est possible. Là. Des fois, c'est comme des grandes destinations, comme je pense un peu à mon voyage en Thaïlande, il y a beaucoup de kilométrage à parcourir. Là. Donc, des fois, il y a des alternatives, des trains ou des bus de nuit, des choses comme ça. Donc, quand c'est possible, faire ça là. Sinon, il y a toujours la compensation des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça. Que ça, par contre,
comme je dis, c'est bien, mais c'est à faire attention. Parce que souvent, les gens vont s'asseoir là-dessus puis dire « OK, c'est réglé, j'ai compensé, puis on fait plus rien. » Je peux prendre l'avion 700 fois cette année. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je dis toujours de réduire à la base, c'est la première étape. Ensuite de ça, de compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment... Puis ça, il y a des sites en ligne là, qu'on peut faire ça. Il y a des organisations qui... La chaire en éco-conseil ici à l'UQAC là, qui offre... Oui, exactement. Ouais. C'est un très bon exemple. T'sais, on va sur leur site Internet, on écrit c'est quoi, mettons, nos transports. On peut même écrire aussi dans quel hébergement qu'on va, les transports à destination. On peut vraiment calculer vraiment tout au complet, notre impact en gaz à effet de serre. Puis ça nous donne un montant à la fin, un montant en argent. Qu'on peut donner pour compenser. À quoi cet argent va servir là? C'est soit à planter des arbres ou à investir dans des projets qui, justement, vont... décarboner. C'est ça, exactement. Des parcs d'éoliennes, après ça, des parcs de panneaux solaires, des choses comme ça, ou même des projets de recherche aussi dans le développement durable. Moi, personnellement, c'est sûr que j'aime mieux investir dans des projets comme ça, parce que ça a un effet plus rapide versus de planter des arbres qui vont prendre plusieurs années. Oui, je comprends. L'effet est comme retardé un peu. Puis, il faut faire attention aussi avec ça pour être sûr d'avoir des organismes réels, de un, ça a de l'air niaiseux ce que je veux dire, mais réels, parce qu'il y a en ligne des fausses organisations qui ramassent des sous en disant qu'ils font des affaires vertes, c'est beau, le fameux greenwashing qu'on appelle. Donc, qui vont faire paraître qu'ils font des bonnes actions, puis finalement, ben, ils font juste ramasser votre argent, puis ils s'en foutent, là. Fait que, il y aurait comme cette deuxième option-là aussi, là, de compenser ces émissions de gaz. Tu parles de greenwashing, là, mais toi, avec tes contacts, quand tu cherches des nouveaux contacts ou à développer, tu dois en voir aussi des compagnies qui s'essaient. Ben oui, comme les grandes compagnies de ce monde, là, qu'ils sont éco-responsables parce qu'ils ont un bac de récupération, puis après ça, ben, le reste, ils s'en foutent, là, tu sais. Oui. Non, mais il y en a qui vont loin, là. Oui, c'est ça. Il faut faire attention, justement, comme on dit, de faire attention à ce qu'on voit sur Internet, puis de pas toujours se fier à la première image qu'on a, là. Non, c'est ça. J'ai vu des raffineries de pétrole en Azerbaïdjan. Et dessus, on avait dessiné des éoliennes, des animaux, des forêts. Là, ça me faisait bien rire. Parce que c'est un bel effort pour nous faire croire que vous êtes pour l'environnement. Noémie, on prend une petite pause, on revient. Restez des nôtres. C'est vraiment intéressant de parler de voyage, mais en plus, le type de voyage éco-responsable. On vous revient tout de suite. Plus du type à me donner des moments pour moi-même, pour écouter de la musique, des passe-temps également. C'est vraiment de prendre des moments pour soi puis de se reconcentrer sur soi-même. On vit beaucoup de choses en tant qu'être humain, fait que c'est important de remettre les choses en perspective en prenant un pas de recul. Puis je pense que ces petits moments-là permettent de faire ça, justement. Je pratique le yoga. Puis à l'été, ben, voilà la prise. Je fais beaucoup d'artisanat. Moi, je tricote, je fais des capteurs de rêve, toutes sortes de choses. J'aime beaucoup cuisiner. Fait que quand ça va bien, je cuisine. Quand ça va pas bien, je cuisine. C'est beaucoup mon exutoire, la cuisine puis la nature. Aller marcher là, dans le bois avec mon chien. Expérimente avec l'art, et faire des peintures, faire des méditations, de l'incense, et danser, chanter. Bien, en fait, ça arrive pratiquement à tout le monde, des périodes que ça va moins bien. Il y a des événements de la vie qui font en sorte que c'est plus difficile ou des événements imprévus qui chamboulent un peu notre routine, justement. Puis, il faut s'accorder le droit de pas bien aller. Puis, justement, quand on va moins bien, c'est là l'importance de prendre soin de nous. Focusser pas juste sur ce qui va mal, mais focusser sur les beaux moments, puis ou les belles choses, puis être reconnaissant de ces belles choses-là. Je me donne la permission de reconnaître que je file pas. Mais pour m'aider à remonter, je me donne un objectif que je peux faire dans la journée. Quelque chose de concret, quelque chose qui va me redonner confiance en moi, puis quelque chose que je vais être fière d'avoir fait à la fin de la journée. Trouver les lieux, les moments, les personnes qui font qu'on est bien, puis visualiser ça aussi dans un moment où tu es plus stressé, tu essayes de te remettre dans la situation de quand tu es bien. Puis souvent, ça aide à diminuer le stress. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi.
Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit doce de leite, Martine. Ben moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, j'ai du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au Pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Ben le monde est accueillant. Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je suis venue de travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au Pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. On est de retour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de voyage, de tourisme et de tourisme éco-responsable avec Noémie Perron de Voyage Mundo. Rebonjour, Noémie. Rebonjour. On parlait tu sais, moi, mettons, j'ai le goût de découvrir le monde. J'ai le goût d'être responsable face à ça, à l'environnement, etc. Comment, mais je ne sais pas comment faire. Mettons que je vais te voir, comment on monte ça, un voyage éco-responsable? Tu sais? Comment tu fonctionnes? Bien, la première étape, c'est, comme je l'ai mentionné tantôt, vraiment de venir définir c'est quoi les objectifs de votre voyage. C'est quoi vos attentes par rapport à votre voyage. Par la suite, on va être capable d'identifier une destination qui va pouvoir répondre à vos besoins. Puis après ça, on y va en étapes, je dirais, vérifier la sécurité du pays aussi, puis les conditions d'entrée. Parce que des fois, ça va prendre des visas. Des fois, le gouvernement va émettre des avis de risque par rapport à certaines destinations, certaines régions dans les destinations aussi. Donc, on va établir ça. Par la suite, quand on est vraiment sûr de savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir comment s'y rendre. Fait qu'après ça, c'est au niveau du transport. Si on va loin en avion, s'il y en a qui vont en train, s'il y en a qui sont déjà en Europe, souvent, on va prioriser les voyages en train. Oui. Donc, comme ça. Et par la suite, on va voir aussi, selon quel genre de voyage que vous voulez réaliser, on va essayer d'établir un point central dans le pays, justement. Mais on va regarder deux choses. Si on établit un point central dans le pays pour être à proximité des choses que vous voulez faire, ou si on établit un circuit circulaire, si on peut dire, c'est une manière de voyager pour pas revenir sur ses pas puis de faire trop de déplacements. Donc, on va établir justement... moi, souvent, je travaille beaucoup avec Google Maps, la base. Puis on va faire une carte de, justement, qu'est-ce que vous voulez voir. Y a-t-il des choses... exemple, moi, je veux aller vraiment voir ça dans ce pays-là. Je veux vraiment aller voir ça. Des highlights que vous voulez vraiment ajouter dans votre voyage. On met ça ensemble sur une carte, puis on va établir de quelle manière, justement, on va établir la logistique du voyage. Donc, est-ce qu'on y va vraiment en se déplaçant en circulaire ou on établit un point central, puis on fait des petits allers-retours, mais c'est des endroits de proximité. Oui, que tu es capable peut-être de faire en transport en commun. Exactement, c'est ça, ou même à pied. Quand les gens vont vouloir découvrir vraiment la culture d'une ville, mais on va aller vraiment dans des quartiers plus culturels, plus authentiques. On n'ira pas dans les quartiers des affaires ou des choses comme ça. Fait qu'on va les mettre vraiment à proximité. Donc, même chose pour les hébergements. Fait qu'en fonction de la manière qu'on va établir le voyage, on va aller chercher nos hébergements pour être, encore une fois, le plus à proximité en regardant justement quelles sont leurs pratiques dans leurs hébergements, comme on mentionnait tantôt. S'ils ont des labels, des certifications, est-ce qu'ils emploient des locaux, est-ce qu'ils sont bien rémunérés, est-ce que dans les produits qu'ils utilisent, dans l'offre de services qu'ils proposent aussi. Donc, on va aller chercher les hébergements qui correspondent aux besoins des gens. Et finalement, à partir de ça, là, on va être capable de monter un itinéraire jour par jour avec des propositions d'activités. Même des fois, je mets des suggestions de restaurants locaux aussi à aller.
Moi, c'est sûr, je vous suggérerais pas des grandes chaînes locales. Non. On va suggérer des petits restaurants locaux ici et là pour justement... Pour l'expérience. Pour l'expérience, mais favoriser des circuits courts aussi au niveau de la nourriture. Donc, voilà, en gros. Puis, finalement, après ça, on va aller voir les protections, si on a besoin d'assurance, des choses comme ça, ou des produits complémentaires là, pour venir bonifier le voyage. Finalement, moi, ce que je fais aussi toujours avec mes clients, c'est que je leur fournis un plan d'interprétation du pays. Donc, on l'a mentionné tantôt, on l'a mentionné un petit peu au niveau développement durable, au niveau de l'impact social. Ouais. Moi, j'ai pour mon dire que quand on va dans un pays, le minimum à faire, c'est de s'informer sur le pays où est-ce qu'on va. De s'informer sur leur culture, connaître leur histoire, connaître c'est quoi leur économie. Oui, les us et coutumes, c'est leur tradition, mais aussi savoir c'est quoi leur économie, sur quoi c'est basé et tout, pour vraiment, après ça, quand on va être à destination, de faire des bons choix puis de respecter aussi là, la culture du pays. Fait que moi, je fais toujours, ça c'est moi qui l'écris aussi, je fais des plans d'interprétation, c'est de 4 à 5 pages à peu près, que je remets à mes clients pour qu'ils puissent lire et avoir une certaine base aussi après ça pour s'informer davantage sur le pays. Par la suite, là, on fait une petite rencontre de préparation. Moi, avec tous mes clients, je fais des rencontres quasiment d'1 heure, là, puis on revoit tout le voyage, je réponds à leurs questions, on voit les bagages, on voit les papiers, quoi apporter, quoi pas oublier, quoi faire pour l'enregistrement 24 heures d'avance. Fait que, on voit vraiment tout le processus de A à Z. Là, aussitôt que vous rentrez avec moi, vous êtes pognés avec moi. Tu fais beaucoup de recherches quand même. Parce que, tu sais, il y a une réalité aussi en voyage, c'est que, tu sais, par exemple, là, moi, je suis natif de Dolbeau-Mistassini. Oui. Là, tu ajoutes un guide de voyage du Québec, là, il y aura pas une grosse section sur Dolbeau-Mistassini. Mais viens une semaine avec moi à Dolbeau-Mistassini, comme je suis natif d'ici, je vais te faire passer une méchante belle semaine. Fait que, tu sais, au-delà, justement, des incontournables, ce que les gens veulent absolument voir, toi, tu dois proposer aussi plein de petits trucs que les gens connaissent pas tant, mais qui sont extraordinaires à faire. Hein? Oui, c'est ça. Ben moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de faire un mix des deux. Donc, oui, aller voir quelques incontournables pour dire que c'est plaisant quand même, ça vaut la peine. T'étais là pour que t'aies vu ça. Là, c'est ça, exactement, tant qu'à être là. Ouais. Mais, tu sais, on va hors des sentiers battus aussi parce qu'on va aller chercher l'authenticité aussi puis le côté humain. Ouais. Tu sais, exemple, au Nicaragua, on va dans une petite école de poterie. C'est pas affiché nulle part, là. Mais tu rentres dans un petit village, puis là, tu vas voir une école de poterie, puis là, c'est une famille qui est là, puis que t'as comme 8 tables de table tournante, là, vraiment, avec les pieds et tout, comme dans l'ancien temps. Puis, tu sais, ça, des choses comme ça, tu le trouves pas sur place, à moins d'avoir des contacts ou faire beaucoup de recherches, tu sais. Mais ça, pour l'expérience voyage, c'est un gros plus, là. Ben oui. Parce que quand tu reviens, tu diras pas nécessairement j'ai vu telle affaire que tout le monde a vu, mais j'ai fait de la poterie. Là, ça, cette expérientielle-là, il est très valorisé. C'est ça. Puis moi, ce que j'aime faire aussi quand j'en ai l'occasion, quand je peux, c'est que je vais faire un séjour exploratoire dans le pays où est-ce que je m'en vais. Comme j'ai fait pour la Thaïlande, moi, j'allais passer 1 mois en Thaïlande avant d'offrir mon voyage de groupe là-bas. Fait que, tu sais, moi, pendant 1 mois, là, j'allais tester des affaires. Là, je vais tester des hébergements. Je passais pas plus que 2 nuits dans chaque hôtel que je faisais. Fait que, tu sais, j'avais mon pack-sac. J'allais tester des hébergements, tester des activités, tester des restaurants aussi. J'allais me faire des contacts là-bas. Tu sais, moi, là, mon guide en Thaïlande du Nord, là, c'est un guide que j'ai connu là-bas, que c'est rendu mon ami, tu sais. Fait que, tu sais, ce guide-là, tu le trouveras pas en faisant une recherche sur Expedia, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toujours de se faire des contacts, tu sais, d'être à l'affût des nouveautés aussi, puis de faire beaucoup de recherches. Tu sais, c'est aussi beaucoup ça, notre travail, tu sais, c'est de libérer les gens de tout le temps de la recherche qu'il y a à faire. Ouais. Puis c'est surtout aussi d'avoir les bonnes informations. Comme on a dit tantôt sur Internet, commence à lire des blogs, checker des vidéos sur YouTube. Tu peux en avoir pour des heures et des heures, puis ça va... T'auras plus le goût de partir. Oui, puis des mauvaises expériences, il y en a... on est plus prompt peut-être à parler de nos mauvaises expériences que de nos bonnes, là. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Ouais, super. Puis là, tu sais, mettons, toi, tu t'occupes d'organiser le voyage. Ouais. Mais moi, comme voyageur, comme personne qui part, comment je peux aussi avoir des valeurs environnementales dans mon comportement ou peut-être la manière dont je vais faire mes... Tu sais, comment voyager de manière éco-responsable? Parce que là, je fais affaire avec toi, je me sens en sécurité, je me sens bien, je sens qu'on a fait des trucs pour le carbone, etc. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire? Mm-hmm. Ben, on va y aller, mettons, en section, si on peut dire. J'aime ça. On l'a dit au départ, le développement durable, s'il y a 3 grands axes de travail, outre l'éducation et la sensibilisation. Mais si on y va maintenant avec tout ce qui est par rapport à la préservation de l'environnement, de la faune, de la flore, des espaces naturels protégés, ben ça va être d'y aller beaucoup
d'encourager justement d'aller dans les places qui sont protégées, justement dans des parcs nationaux, des espaces protégés, des choses comme ça. Et mettons, je vais donner un exemple super simple. On fait de la randonnée dans la jungle amazonienne. Ben, rester juste dans les sentiers balisés. Après ça, de faire attention, de pas laisser, mettons, de déchets sur place, des choses comme ça. Ça a l'air niaiseux des trucs de base, mais que les gens font pas nécessairement, malheureusement. Fait que c'est pour ça que je veux le dire. Tu vas juste te promener dans les forêts ici, tu t'aperçois qu'il y en a pas mal des cochons. Fait que c'est pas pour rien qu'ils mettent des sentiers balisés, puis il y a une faune, une flore qui habite dans ces milieux-là, puis le but, c'est de pas les déranger, puis d'arriver en criant, puis des choses comme ça. Fait que, c'est des choses simples, mais à y penser quand même. Après ça, pour la protection aussi de la faune puis de la flore, c'est d'utiliser des produits qui sont pas dommageables pour l'environnement, des produits qui sont biodégradables. Quand on pense à nos savons, nos shampoings, des fois, on va aller dans des hébergements où est-ce que l'eau de notre douche, elle coule direct dans un tuyau en arrière dans la forêt. Fait que, tout notre savon, nos produits, nos cosmétiques ici, on a beaucoup de produits faits à base de plastique, de pétrole, des choses comme ça. Puis après ça, les autres, ça va se déverser dans leur écosystème, puis ça va tout venir briser leur écosystème là-bas. Là. Puis toi, tu dois avoir, mettons, déjà, tu dois connaître déjà les bonnes marques, là, dire, hey, si vous voulez acheter du shampoing, si vous préférez acheter il y a la fameuse marque EcoTrail qui s'appelle, puis c'est québécois. Là. Ah oui, en plus. Puis on les produit aussi, il me semble que c'est Druide que ça s'appelle. Donc, c'est vraiment des produits qui sont faits en fonction, avec une pensée pour l'environnement, justement, que même si ça va dans la nature, après, ça sera pas dommageable pour l'écosystème. Parce que souvent, dans des environnements comme ça, en plus, les écosystèmes sont très fragiles. Fait que ça prend pas grand-chose là, pour détruire. Là, en fait. Oui, absolument. Ouais. Fait que d'y aller avec des produits comme ça là, au niveau de la nature. Après ça, au niveau aussi, ce qui est des animaux, de faire vraiment attention pour l'exploitation des animaux. On voit souvent en Thaïlande des sanctuaires qui se nomment sanctuaires, mais qu'ils font des promenades à dos d'éléphants, puis les animaux sont attachés à longueur de journée. Fait que ça, c'est vraiment important de faire attention à ça au niveau de l'exploitation, puis s'assurer vraiment que quand vous allez dans des sanctuaires, dans des refuges animaliers, des choses comme ça, que ça soit réellement des bons endroits pour les animaux, puis que les animaux sont en sécurité avec des bonnes conditions de vie aussi, là. Puis à ça, il y a quand même pas mal de normes internationales. Fait que j'imagine qu'on est capable un peu de vérifier sur place quand même. Oui, mais c'est ça, il faut faire attention. Parce que, comme on en a parlé un petit peu, là, le greenwashing, là, les gens vont beaucoup utiliser l'animal pour le côté monétaire puis faire beaucoup d'argent sur le dos des touristes. Puis quand tu n'es pas informé, tu le sais pas. Tu peux pas deviner. Moi, j'ai eu beaucoup de questions souvent. Pourtant, un éléphant, c'est super gros. Pourquoi qu'on peut pas embarquer dessus? C'est vraiment dommageable. Mais oui, là, c'est vraiment dommageable. Un dos d'éléphant, c'est vraiment pas fait fort. Là, selon ce qu'on... Mettons, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'est pas fait pour transporter. Non, vraiment pas. C'est ça. Puis souvent, pour qu'un éléphant puisse tolérer une personne sur son dos, c'est parce qu'il a été conditionné comme ça avec soit par des restrictions d'espace, soit par des coups, être accroché, des choses comme ça. Fait que, pour être conditionné à se rendre jusque-là, c'est parce que l'éléphant a déjà eu des mauvais traitements. T'sais. OK. Fait que, quand on fait nos bagages, mettons, y a-tu des choses? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que le monde amène tellement trop d'affaires. Ils ont des bagages trop lourds. Tu sais, je veux dire, quand je pars, moi, je me dis, j'ai-tu mon portefeuille, mon passeport, le reste, ça se jette ou au bout du compte, on s'arrangera sur place. Ouais, on va s'arranger. Non, parce que c'est un poids de plus en avion. Souvent, tu vas... Maintenant, on paye pour ce poids supplémentaire-là. Tu sais, juste des fois, quand on est en groupe, là, est-ce que, je sais pas, on peut partager des ressources? Oui, puis moi, je le pratique beaucoup dans mes voyages de groupe. Moi, quand je pars avec un groupe, j'essaie toujours de convertir des nouvelles personnes à voyager léger, justement, parce que ça fait du stock à traîner. Puis, je veux dire, le temps que tu vas passer à choisir ton linge le matin, personnellement, on s'en fout. Moi, avec un groupe d'étudiants, à un moment donné, j'ai réalisé que dans une chambre, il y avait 4 jeunes filles, là, excusez, là, c'est peut-être genré, mais qui avaient 3 sèche-cheveux. Là, tu fais comme, vous auriez pu en amener un à 4, on aurait... c'est niaiseux, mais ils ont tous dit, c'est niaiseux, mais on n'y a pas pensé. Mais c'est pas technique, ça, quand tu connais un peu les gens avec qui tu voyages, de se séparer les choses à apporter, comme tu parlais un peu pendant la pause, d'emmener juste un gros shampoing pour tout le monde, ou un sèche-cheveux, des choses qui se réutilisent, là, pour pas avoir tous les trucs en double, en triple, puis... Mais oui, dans les bagages, moi, souvent... Moi, j'aime bien dire que quand je pars en voyage, que je parte 1 semaine ou 1 mois, j'ai le même nombre de bagages. C'est la même affaire. Moi, je vais plus loin que toi, entre 1 semaine puis 1 an.
T'as pas besoin de plus. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, pour ce qui est, souvent, les gens, ce qui va prendre beaucoup de place, c'est les chaussures. Ouais. Puis les chaussures, moi, je pars toujours juste avec une bonne paire d'espadrilles dans mes pieds pour marcher. Puis ça, c'est la paire que tu mets dans tes pieds quand tu prends l'avion. Fait qu'elle n'est pas dans ton bagage. Ça prend pas de place. Une bonne paire de sandales. Puis des fois, mettons une petite paire de babouches, là, je sais pas c'est quoi le mot français pour dire des babouches, mais... Des babouches. Des babouches. Je pense que le monde comprend. Fait que, tu sais, au niveau des souliers, il y a juste ça, fait que ça prend pas de place. Après ça, tu as ta trousse de soins personnels, comme je mentionnais tantôt, essayer de favoriser des produits éco-responsables, biodégradables. Beaucoup de produits en bord aussi, parce que moi, par exemple, je voyage juste en bagage cabine, donc dans l'avion avec moi. Ouais. Puis, tu as toujours des restrictions sur le nombre de liquides que tu peux apporter. Fait que ça, en même temps, ben, en ayant des produits en bord, tu diminues ta consommation de plastique. Et tu diminues le nombre de liquides que tu as à apporter. Puis, tu n'as pas de risque que ton savon explose dans ta valise. Oui. Très bon argument, absolument. Oui, ou ben, de l'huile à mouche qui coule dans ton linge, c'est un peu plate. C'est un peu plate, c'est clair. Ouais, fait que t'as ta trousse, t'as tes souliers. Moi, les vêtements, là, j'apporte toujours des vêtements qui sont polyvalents. C'est ça qu'il faut. Donc, des vêtements qui sont adaptés à la température du pays où est-ce que tu vas. Des vêtements qui sont confortables aussi. C'est pas le temps d'emmener tes pantalons trop serrés puis des choses comme ça, là. Puis des vêtements que tu vas pouvoir... C'est jamais le temps de mettre des pantalons trop serrés. Pourquoi se donner ce mal? Ouais. Mais, puis des vêtements que tu vas faire des mix and match, là, que j'aime bien dire, tu sais, que t'sais, pas des... genre ça, j'amène pas ça en voyage parce que ça fait avec rien quasiment. Là, fait que... Oui, je comprends. Tu sais, t'amènes des vêtements sobres, pas avec trop de motifs. Tu sais, que tu vas pouvoir faire des mix. Que cette camisole-là, tu peux la mettre avec plusieurs pantalons, shorts, jupes, peu importe. Des sous-vêtements, ben là, ça, il n'y a pas vraiment de restriction. Puis sinon, ben, tu sais, le linge, moi, j'en apporte toujours pour 8 à 9 jours. Puis je fais une brassée de lavage par semaine. C'est ça. C'est ça. Fait que soit tu fais ta brassée de lavage, moi, j'achète des petits... j'emmène des petits sachets de lessive. Puis je fais soit une brassée dans mon bain ou dans mon évier. Sinon, souvent, il y a plein de petites buanderies que ça coûte 3, 4, 5 piastres. Tu vas porter ton linge là, tu vas le rechercher le matin. Ça t'a coûté 5 piastres, ton linge, il sent bon, il est plié. Puis c'est parfait, comme ça. ouais, c'est clair. Puis moi, des fois, je me dis souvent quand je pars, j'en amène moins pour être capable de ramener. Puis je me dis, tu sais, si j'ai... Là, non, j'amène juste ça, mais je vais m'en acheter un là-bas. Ça va être un souvenir de la place. Je vais trouver un local, une petite échoppe locale qui va vendre des trucs. Je vais encourager. Là. Oui. Mais il faut faire attention. Hein. Je me suis déjà fait vendre en Italie des trucs italiens, made in China. Là. Non, mais il faut souvent faire attention pour trouver les bons. Mais j'imagine qu'avec toi, tu as déjà aussi ces contacts-là là, pour savoir... Oui, c'est ça. On va vraiment dans des petites places locales que les gens sont déjà connus. Puis moi, je fais toujours affaire avec des guides locaux aussi. Fait que ils connaissent les petites places. Là. C'est les petites places qui sont authentiques puis qui valent la peine. Là. Ouais, puis souvent, tu sais, d'être quelqu'un de la place qui connaît la langue, qui connaît les petits spots, ben ça, c'est vraiment positif. Oui, ça ouvre à plus grand que juste des fois ce que tu vois dans les guides de voyage ou bien en ligne, tu sais. Oui, puis ça peut te sortir du trouble aussi, des fois, en tout cas au niveau de la langue, là. Oui, c'est sûr que ça peut être aidant si quelqu'un t'es dans une autre langue que tu connais pas, avoir un guide local pour faire la traduction, là. Pas se faire avoir, là. Mais arrivé, moi, c'est en Lettonie... un gars, on joue au billard, puis un gars qui voulait se battre. Bon, un gars qui veut se battre. Non, mais tu sais, ça, tu peux trouver ça ici au coin de la rue, là. Oui, il y en a partout. Mais là, il nous engueulait, mais on comprenait rien. Mais comme on habitait chez des gens de là-bas, ben ça a pris 2 minutes, mettons 5 minutes, puis il jouait au billard avec nous autres, puis c'était super. Okay. Mais sinon, je sais pas ce qui serait passé, parce que l'enjeu de la communication est quand même important. Oui, exactement. Fait que... Puis quand t'es parti, toi, la première fois, là, tu sais, tu disais tantôt, ça a changé ma vie. Oui. Là. C'est quoi le... Qu'est-ce qui a changé dans ta vie une fois que tu es parti? Ma vision de la vie, en fait, ma vision de la vie complète a changé. De voir que j'avais cette liberté-là, justement, de partir toute seule. Parce que moi, la première fois que je suis partie un été aux îles de la Madeleine avec ma petite voiture en temps de COVID. OK. Qu'il fallait que je traverse... le Nouveau-Brunswick, puis du Prince-Édouard en 24 heures, puis on n'avait pas le droit de dormir. Oui. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais capable, moi aussi, d'aller plus loin que mes limites, puis de pas attendre après les autres pour faire quelque chose, puis d'avoir accès à tout ce que le monde a à offrir aussi. Puis en étant seule, ben, j'ai commencé aussi à me dégêner, d'aller vers les gens, de faire des nouvelles rencontres, puis j'ai beaucoup appris de ces rencontres-là aussi, là, effectivement. Fait de voir que
c'est pas si pire que ça, finalement, puis que tu es capable d'aller plus loin, puis d'avoir accès à ces belles affaires-là que tu vois juste en ligne, puis que tu te dis « Ah, mais non, moi, je pourrais pas faire ça. » C'est bon pour ton estime personnelle, ça fait grandir. Puis ce que j'aime de ce que tu dis là, c'est que tu n'es pas parti à l'autre bout du monde. Tu es parti aux îles de la... Tu étais encore au Québec. Mais tu sais, quand on parle aussi de tourisme éco-responsable, tu sais, voyager, c'est pas nécessairement changer de pays. Là. Si t'es jamais allé sur la Côte-Nord, c'est magnifique la Côte-Nord, vas-y. Exactement. C'est un voyage qui est pas tant dispendieux, puis tu peux découvrir des gens, des cultures, de la nourriture, la même chose qu'ailleurs, mais peut-être moins insécurisant au départ. Oui, à plus petite échelle. Puis tu sais, il faut savoir que dans le domaine touristique, aussitôt qu'on passe une nuitée à l'extérieur de chez nous, on est considéré comme un touriste. OK. Fait que tu sais, on pourrait juste aller, tu sais, même nous, parce qu'on a une grande région, tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pourrait rester dans notre région puis faire du tourisme dans notre région. Là. Absolument. Moi, ça m'arrive souvent que je pars le week-end. Puis... Oui, puis je connais pas mal de gens au Saguenay qui sont jamais venus dans le nord du lac, là. Exactement. Ben oui, fait que tu sais, moi, ce que j'aime dire, c'est que le voyage, c'est pas la distance ou la durée que tu vas parcourir. Le voyage, c'est un état d'esprit d'abord. Ouais. Ah oui, je partage. Oui, c'est un état d'esprit. C'est en tout cas, moi, je trouve que c'est la rencontre. Moi, en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est la rencontre puis l'échange culturel. Tu sais, la bouffe, la musique, les soirées, le convivial, le rapport humain. Oui, puis même si on reste dans notre pays, même si on reste au Québec ou au Canada, on peut avoir accès à ça quand même parce que chaque personne a sa réalité. Puis, juste le fait de sortir de notre quotidien, ça a tellement plein de bienfaits, justement, de juste lâcher prise sur nos tâches, de prendre le temps de faire les choses, de vivre dans le moment présent, d'expérimenter aussi des nouvelles activités. Oui, puis les gens l'apprécient, tu sais. Moi, je donnais l'exemple de, mettons, quelqu'un qui va à Paris, il revient, il te montrera pas une photo de lui en avant de la Tour Eiffel. « Hey, j'ai vu la Tour Eiffel. » Il te parlera pas de ça. Il va te parler dans un café, qui a parlé avec un gars, avec quelqu'un. C'est ça, c'est cet échange-là, en fait, qui est extraordinaire. Oui, c'est ça. Souvent, les gens vont chercher à aller voir les grosses affaires, puis tout ça, mais finalement, la plus belle expérience, ça va être quelque chose de tout simple que tu vas avoir vécu un dimanche après-midi, dans le fond dans une ruelle à Bangkok avec un petit marché, puis tu sais, c'est... C'est hot, c'est hot. C'est les plus belles expériences que tu fais, là, au final. Ouais. C'est quoi, là, tes projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu parlais du Maroc? Oui, ben là, le 8 mai, je pars avec un groupe au Maroc pendant 15 jours. On va faire la grande tournée du Maroc. Donc ça, on va se déplacer en circuit circulaire, comme je disais tantôt. Fait qu'on va vraiment faire la grande tournée du Maroc. Par la suite, cet été, cette semaine, je commence les inscriptions pour un voyage en Équateur et sur les îles Galapagos. Wow! Ouais. Et sinon, après cet automne, ben là, on a l'Irlande. Puis la Thaïlande. La Thaïlande, c'est mon coup de cœur pays. Fait qu'on le fait à chaque année, la Thaïlande. Oui, c'est correct. Ouais, j'ai toujours des gens qui sont prêts à partir avec moi en Thaïlande. Puis sinon aussi, je fais beaucoup Nicaragua, Costa Rica. Puis après ça, on prévoit faire Bali l'année prochaine, la Grèce et l'Albanie. Oh, wow! Ben, en tout cas, c'est un goût de voyager. Merci, Noémie Perron, d'avoir été avec nous. Ben, merci. Je rappelle que... merci, de faire ça, mais aussi d'ajouter l'enjeu d'éco-responsabilité parce que on en parle beaucoup, mais c'est important. C'est ce qui nous menace le plus. On en parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose souvent. Fait que, c'est pour ça l'importance de sensibiliser puis d'éduquer pour que les gens, après ça, prennent engagement puis qu'ils embarquent dans le mouvement, eux autres aussi, puis qu'ils voient que c'est accessible puis c'est pas compliqué. Exactement. C'est vraiment, les gens, ils vont voir ça comme une grosse montagne, mais c'est compliqué, voyager de manière éco-responsable et mais souvent, consciente. Ces gens-là, probablement, qui trouvent que c'est compliqué de voyager. Oui, tout court, mais comme on l'a dit, c'est dans les petites actions, justement, puis ça va être souvent une question de choix aussi qui va faire en sorte que tu vas avoir un impact beaucoup plus positif que, finalement, juste partir puis faire de la pollution puis d'avoir un impact négatif, en fait, sur ton voyage. Sur les sociétés, sur les écoles. Exactement. Merci, de faire ça. C'était très agréable. Très belle rencontre. On va te souhaiter longue vie à Voyage Mundo et puis que j'espère que les gens t'appelleront pour faire d'autres types de voyages. Bien sûr. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile, après un moment de réflexion, ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis, malgré les limitations, les doutes ou les différences. Pour identifier tes rêves, faire preuve d'audace, oser aller plus loin. Trouver ton emploi avec nous. Ici, c'est possible.